Ce chapitre est intitulé Série de fonctions. On va étudier dans ce chapitre une série dont le terme général est une suite de fonctions et non pas une série numérique comme c'était le cas pour le premier chapitre des séries numériques. Ce chapitre est composé de 5 sections principales. On va voir dans la première partie une définition générale des séries de fonctions. Et puis, on va étudier dans la deuxième section la notion de convergence simple. Et puis la convergence uniforme dans la troisième section. Et puis la convergence normale qui implique, comme on va le voir, la convergence uniforme et la convergence simple. Et dans la dernière section, on va voir des propriétés concernant la somme associée à une série de fonctions. On commence par cette partie introductive où on considère Fn comme étant une suite de fonctions définie d'une partie de R ou bien C à valeur dans K, c'est-à-dire à valeur dans R ou bien C, et on note la somme de Fn, la série de fonctions de terme général Fn. Et puis, comme on l'a vu pour les séries numériques, on peut associer à cette série la notion de la suite des sommes partielles définie par Sn, qui s'écrit sous cette forme. Et puis, lorsque la série converge, on peut la noter comme étant la somme infinie des termes de la suite de fonctions. Donc ici, le problème est d'étudier la nature de cette série. Est-ce qu'elle converge ou bien est-ce qu'elle diverge sous certaines conditions qu'on va voir par la suite. On avait l'habitude de sommer un nombre fini de fonctions, c'est-à-dire f plus g plus h, etc. et ça ne pose aucun problème. Mais lorsqu'on somme une infinité de fonctions, on est amené à considérer des hypothèses suffisantes ou bien nécessaires pour la convergence de cette série. Je note que dans le premier chapitre, on avait étudié la convergence d'une série numérique vers un scalaire. Cette fois-ci, si la série converge, alors la somme, ça va être une fonction qui sera définie également de i à valeur dans k sous certaines conditions. Pour la convergence simple, on dit qu'une série de fonctions converge simplement sur l'intervalle i si seulement si la suite des sommes partielles Sn converge simplement sur i. À savoir que Sn, c'est une suite de fonctions. Et donc, tout au long de ce chapitre, on va se baser sur les différentes notions qu'on a déjà vues dans les premiers chapitres, à savoir les notions de convergence pour les séries numériques et les suites de fonctions. Ce qu'on peut remarquer à partir de cette définition, c'est que la fonction limite, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut la noter par S et on l'appelle la somme de la série, ou tout simplement, on peut adopter cette expression pour dire que la série de fonctions de terme général Fn converge simplement vers la fonction S sur l'intervalle i. Il faut faire attention que dans cette opération, il ne s'agit pas de faire tendre le n vers l'infini. C'est juste une appellation ou bien une expression qui traduit le fait que la série converge simplement vers S. Et donc, pour déterminer si la série de fonctions converge ou pas, il suffit d'étudier la convergence de la suite des sommes partielles comme étant une suite de fonctions Sn, telle que Sn de x, il s'écrit sous la forme de la somme de k égale à 0 jusqu'à n de fk de x. Et donc, nous sommes ramenés à considérer les différentes étapes qu'on a déjà vues dans le deuxième chapitre concernant les suites de fonctions. Dans ce chapitre, la grande partie sera consacrée à l'étude de la convergence, c'est-à-dire est-ce qu'une série de fonctions converge ou pas. Parce que la question de la détermination de la somme S est souvent difficile à résoudre, et donc la somme S possède en général une existence théorique. La deuxième remarque, c'est que lorsque notre série converge, notre série de fonctions converge simplement ou bien converge vers la somme S comme étant une fonction sur l'intervalle i, on peut définir
donc ce qu'on appelle le reste d'ordre n, ou bien le reste des sommes partielles d'ordre n associées à la série de fonctions de terme général fn, de telle sorte que notre somme s'écrit sous forme de la somme de Sn, la suite des sommes partielles, comme étant une suite de fonctions, plus Rn comme étant un reste qui possède deux appellations. D'une part, c'est un reste des sommes partielles comme étant une série, puisqu'il s'agit d'une sommation jusqu'à plus l'infini, et d'autre part, c'est une suite de fonctions. On peut bien remarquer que lorsque la série de fonctions converge simplement vers la somme S, c'est l'équivalent de dire que le reste d'ordre n converge vers 0. Et puisque le reste s'écrit sous forme d'une série d'une sommation infinie, il est difficile de posséder en fait une expression explicite de Rn. Et donc, pour montrer que Rn converge vers 0, souvent on est amené à considérer la majoration de la valeur absolue de Rn de x. Si on arrive à le majorer par un terme uniforme ou bien une suite qui ne dépend pas de x et qui tend vers 0, donc on peut dire que le reste converge vers 0 lorsque n tend vers l'infini, et par conséquent notre série de fonctions converge également. Donc la notion de convergence simple pour les séries de fonctions ressemble à la convergence simple qui concerne les séries numériques qu'on a vues dans le premier chapitre. Considérons un exemple d'une suite de fonctions fn de x définie par cette expression sur R où l'entier naturel n est supérieur ou égal à 1. Alors la série associée à ce terme général s'écrit sous cette forme et puis la suite des sommes partielles. Pour étudier la convergence, on peut par exemple majorer la valeur absolue du terme général par 1 sur n carré, sachant que la fonction sinus nx est toujours majorée en valeur absolue par 1. Et puisque 1 sur n carré c'est un majorant uniforme, c'est-à-dire il ne dépend pas de x, et puis la série associée à 1 sur n carré, c'est une série de Riemann qui converge, ce qui implique que notre série de départ converge également comme étant une série numérique, puisque le x il est déjà fixé auparavant. Et donc, on peut dire que la série de fonctions converge simplement sur R en utilisant cette technique de majoration. Un autre exemple d'une série géométrique, il s'agit de la somme de x à la puissance n. On va étudier sur quel intervalle cette série va converger. D'abord, on peut associer à cette série la suite des sommes partielles définies par ces deux expressions, en séparant les cas lorsque x est différent de 1 et le x égale à 1. Et puis en fixant le x, notre série de fonctions devient tout simplement une série numérique qui converge si seulement si la valeur absolue de x est inférieure à 1. C'est une propriété caractéristique des séries géométriques. Une série géométrique, c'est une série qui converge si seulement si la raison, c'est-à-dire le module de x, il est inférieur à 1. Ce qui fait que notre série de fonctions converge vers la fonction s, qui n'est autre que 1 sur 1 moins x. Et puis, on possède également une expression du reste d'ordre n qui s'écrit sous cette forme. C'est un exemple qui est particulier pour lequel on peut explicitement exprimer l'expression du reste d'ordre n. Prenons un autre exemple d'une série alternée définie sur R+. En fait, on peut montrer la convergence de cette série en utilisant deux méthodes. La première méthode consiste à utiliser le critère spécial des séries alternées, à savoir que dans un premier temps, on peut vérifier qu'il s'agit d'une série alternée, puisqu'il s'écrit sous la forme de moins à la puissance n fois un terme qui ne change pas de signe, en particulier c'est un terme qui est positif, donc il s'agit bien d'une série alternée. Suivant le critère de la convergence des séries alternées, il faut montrer que ce terme qui ne change pas de signe est décroissant vers 0. La décroissance se fait par rapport à n et non pas par rapport à x. Et la convergence vers 0 se fait par rapport à n, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, suivant les deux critères,
On a d'une part une série alternée et d'autre part le terme UN, pour x fixé, il s'agit d'une suite numérique, est une suite décroissante qui converge vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, il s'agit d'une série alternée convergente suivant le critère des séries alternées, le critère de Leibniz. La deuxième méthode consiste à utiliser la majoration du reste suivant le même critère de convergence des séries alternées. Je rappelle que la valeur absolue du reste pour x fixé, alors ici Rn de x devient un reste associé à une série numérique qui est majorée par un plus 1, c'est-à-dire 1 sur x plus n plus 1. Et donc, en faisant tendre dans ce terme le n vers plus l'infini, on aura que le reste, il converge vers 0 lorsque n tend vers l'infini. C'est suffisant pour dire que notre série alternée converge simplement sur R+. On a établi dans le premier et dans le troisième exemple la convergence de la série, et puis dans le deuxième exemple, on a établi la convergence, et puis on a déterminé l'expression explicite de la somme S de x. Passons maintenant à la convergence uniforme, et on définit la convergence d'une série de fonctions relativement à la convergence uniforme de la suite des sommes partielles associées. Et le premier résultat qui découle à partir de la définition, c'est que, en considérant une série de fonctions de terme général Fn qui convergent simplement sur un intervalle i, alors elles convergent uniformément sur i si seulement si la suite des restes partiels Rn converge uniformément vers la fonction nulle. Ce résultat représente un autre critère pour établir la convergence uniforme de notre série de fonctions. Pour bien comprendre ce résultat, on suppose que notre série converge simplement vers une fonction S, et donc on peut exprimer le reste en fonction de l'écart entre la somme S et la suite des sommes partielles. Par suite, si notre série de fonctions converge uniformément vers S, ça veut dire par définition que Sn converge uniformément vers S. Autrement, la norme de S moins Sn converge vers 0. Or, cette norme n'est autre que la norme du reste. Et donc, on peut bien montrer la convergence uniforme de notre série de fonctions à partir de la convergence uniforme du reste vers 0, c'est-à-dire montrer que la norme de Rn converge vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Avant de poursuivre l'étude des propriétés concernant la convergence uniforme, je signale que l'importance de la convergence normale qu'on va étudier dans la quatrième section réside au niveau de la simplicité, c'est-à-dire on verra que la convergence normale, elle implique la convergence uniforme, et la convergence normale, elle est souvent plus simple à étudier. Pour la simple raison, c'est que pour étudier la convergence uniforme, suivant le dernier résultat qu'on vient de voir, c'est-à-dire montrer la convergence uniforme du reste vers 0, pendant qu'on ne dispose pas d'une expression explicite du reste Rn pour toutes les séries de fonctions. Et donc, on verra que pour établir la convergence uniforme, on peut commencer par la convergence normale et on peut déduire la convergence uniforme directionnelle. Une autre propriété qui consiste à une condition nécessaire de convergence uniforme pour les séries de fonctions. Cette condition nécessaire n'est autre que la convergence uniforme du terme général, la suite de fonctions Fn, vers 0. Pour justifier ce résultat, il suffit de faire appel à l'équivalence entre la convergence uniforme d'une série de fonctions et la convergence uniforme du reste associé vers 0. On peut remplacer cette notion par la norme, c'est-à-dire Rn converge uniformément vers 0. C'est l'équivalent de dire que
la norme de Sn moins S converge vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et donc, à partir de cette écriture, on peut dire que Sn converge uniformément vers S. Maintenant, on sait déjà que le terme général, il s'écrit sous forme de l'écart entre deux termes d'indices successifs de la suite des sommes partielles. Et donc, puisque Sn converge uniformément vers 0, ça veut dire que l'écart entre les deux termes converge uniformément vers 0. Et par conséquent, on peut déduire que notre terme général Fn converge uniformément vers 0. L'importance de ces conditions nécessaires dans l'étude de la convergence uniforme consiste à la vérification de cette convergence uniforme du terme général vers 0. Si c'est le cas, on passe à l'étude de la convergence uniforme du reste, Rn vers 0. Si cette condition n'est pas vérifiée, on peut dire que notre série ne converge pas uniformément sur l'intervalle I. Prenons un exemple d'une série géométrique. On a déjà montré que cette série converge simplement sur l'intervalle moins 1, 1 comme étant une série géométrique dont la raison, la valeur absolue de x est inférieure à 1. Et pour la convergence uniforme, en considérant l'expression explicite du reste associée à cet exemple, si on arrive à montrer que le sup du module de Rn converge vers 0, ça veut dire qu'on aura la convergence uniforme de la série géométrique. Sinon, on n'aura pas la convergence uniforme. Mais dans ce cas, on peut bien remarquer que la limite de la valeur absolue de Rn de x au voisinage de moins 1 est égale à plus l'infini. Et donc, le sup de Rn est égal à plus l'infini. Ça veut dire qu'on n'a pas de convergence uniforme de la série géométrique sur moins 1, 1. On n'a que la convergence simple et également la convergence absolue. Pour le deuxième exemple, on considère le développement de l'exponentielle de x sous cette forme et on va étudier la possibilité d'établir la convergence simple et la convergence uniforme. Cette série, on peut l'associer au reste d'ordre n qui s'écrit sous cette forme. Et puis, on va montrer que cette série ne converge pas uniformément, en montrant que le reste ne converge pas uniformément vers 0, c'est-à-dire le sup de la valeur absolue de Rn de x. On va procéder par minoration, sachant que le sup de Rn il est toujours supérieur ou égal à une valeur particulière pour y, qui est supérieur ou égal à cette expression. Sachant que notre série, il est positive, et puis le reste, il est positif, et donc on a cette minoration entre le reste d'ordre n et le premier terme. Alors, puisque cette quantité, elle est indépendante de y, celle-là, elle dépend de y, c'est pour cela que j'ai noté ici m indice n, ça veut dire que cette expression, le sup de la valeur absolue de Rn, il ne dépend que de n, c'est une suite numérique, il ne dépend ni de x ni de y. Et donc on peut comparer le sup en y, on n'aura que notre suite mn qui représente le sup de la valeur absolue de Rn, et les supérieur ou égal bien sûr au sup de cette quantité sur R+, qui n'est autre que plus l'infini. Et donc, le sup ne tend pas vers 0, ça veut dire que notre série de départ ne converge pas uniformément sur R+. Par contre, on peut étudier la convergence uniforme sur tout intervalle fermé et borné de type -1a avec une constante strictement positive. En effet, en considérant un x qui appartient à cet intervalle fermé borné, on peut bien majorer l'expression du reste associée à la série par cette série numérique. Et donc, le sup de cette quantité, la valeur absolue de Rn de x, il sera inférieur ou égal à l'image de a par le reste associé à notre série. Sachant que cette série converge, on peut le montrer en utilisant par exemple la règle de D'Alembert, suivant les critères du premier chapitre associés aux séries numériques. Vous prenez le terme général un égale à a à la puissance n sur n factoriel, et vous utilisez le critère de D'Alembert, c'est-à-dire vous calculez la limite de un plus 1 sur un.
On aura ici une limite qui est égale à 0, ça veut dire qu'il est inférieur à 1. Et donc, on aura la convergence de cette série. Et puisque cette série converge, alors, c'est l'équivalent de dire que le reste associé à cette série converge vers 0. Et par conséquent, le sup de la valeur absolue de Rn converge également vers 0. Ça veut dire que notre série de départ converge uniformément sur tout intervalle fermé et borné moins a, avec a une constante strictement positive. Passons à un troisième exemple concernant une série alternée définie sur R+. Il s'agit bien d'une série alternée puisque cette série s'écrit sous la forme de moins a à la puissance n fois un, avec un ne change pas de signe. Dans ce cas, le un n'est autre que 1 sur x plus n. C'est un terme qui est positif, quel que soit n antinaturel, quel que soit x supérieur ou égal à 0. De plus, ce terme un est une suite décroissante par rapport à n bien sûr, et puis elle converge vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ça veut dire, suivant le critère de Leibniz, le critère spécial de la convergence pour les séries alternées, que notre série converge, et puis elle vérifie cette majoration du reste. La valeur absolue de Rn est inférieure ou égale à un plus 1, c'est-à-dire 1 sur x plus 1 plus 1, qui est majoré par ce terme-là qui est indépendant de x. Et donc, on peut remarquer que cette suite numérique est un majorant uniforme pour ce terme-là. Ça veut dire que le sup de la valeur absolue de Rn est majoré toujours par cette suite numérique qui converge vers 0. Ça veut dire que le Rn converge uniformément vers 0 et par conséquent, on peut déduire que notre série alternée converge uniformément sur R+. Passons maintenant à un critère particulier pour établir la convergence uniforme des séries alternées. En considérant une série de fonctions définies sur un intervalle i, telle que la série numérique pour x fixé est alternée de terme général qui décroît en valeur absolue vers 0. Ça veut dire que cette série-là s'écrit sous la forme de moins a à la puissance n fois gn de x, où la fonction gn de x est une fonction décroissante et qui converge vers 0. Alors, si fn converge uniformément vers 0 sur l'intervalle i, c'est suffisant pour établir la convergence uniforme de la série alternée sur l'intervalle i. Je rappelle qu'il s'agit d'une condition suffisante pour la convergence des séries alternées. En effet, en fixant le x sur l'intervalle i, notre série de fonctions devient une série numérique alternée où le terme général fn de x en valeur absolue décroît vers 0 et donc en utilisant la majoration associée au critère de la convergence des séries, on obtient cette inégalité où le terme, la valeur absolue de f, indice n plus 1 de x, est majoré par son sup qui représente une suite numérique qui ne dépend que de n. Alors, suivant la condition du théorème, si la suite de fonctions fn converge uniformément vers 0, c'est-à-dire lorsque le sup de la valeur absolue de fn converge vers 0, ça implique que le sup du reste associé à notre série alternée converge également vers 0. Et donc, on aura la convergence uniforme de notre série alternée. Vous pouvez remarquer que cette majoration associée au critère de convergence des séries alternées est très importante. On peut l'utiliser d'une manière efficace pour établir la convergence uniforme de quelques séries. Passons maintenant à la convergence normale, qu'on peut définir par la convergence de la série numérique de terme général sup du module de fn de x sur l'intervalle i. Pourquoi je dis qu'il s'agit d'une série numérique? Parce que le sup du module de fn de x ne dépend pas de x, il ne dépend que de l'intervalle i. Et donc il s'agit bien d'une série numérique. Si jamais cette série numérique converge, alors on dit que notre série converge normalement.
Cette appellation de la convergence normale, elle vient en fait de la notation sup du module Fn de x qui n'est autre que la norme de Fn. Le premier résultat associé à la convergence normale, en considérant une suite d'applications définies du i dans K, alors notre série converge normalement sur l'intervalle i si on arrive à majorer le terme général de notre série de fonctions par un majorant uniforme, c'est-à-dire une suite qui ne dépend pas de x bien sûr, et qui représente le terme général d'une série convergente. En fait, c'est une condition nécessaire et suffisante. En effet, pour établir la première implication, on suppose que notre série converge normalement. Alors, tout simplement, on peut considérer la suite numérique AN comme étant la norme de Fn sur l'intervalle I pour avoir la série numérique convenable. Pour établir le deuxième sens, c'est-à-dire en supposant qu'il existe une série de termes générales AN, une série convergente, telle que le module de Fn de x est majoré par ce majorant uniforme, alors il suffit de passer au sup, puisque AN ne dépend pas de x, et donc le module de Fn sera toujours majoré par AN, et c'est suffisant pour dire que notre série numérique de termes général sup du module de Fn de x converge, ce qui signifie qu'on a la convergence normale de notre série de départ. Donc, le critère de convergence normale, qui est un critère suffisant et nécessaire, consiste à trouver un majorant uniforme du module du terme général de notre série de fonctions. Ce terme général devrait être associé à une série numérique convergente. Par exemple, en considérant cette série de termes général sinus nx sur n au carré, on peut montrer qu'il s'agit d'une série qui converge normalement. En effet, on peut bien remarquer que le module du terme général est majoré par 1 sur n carré, sachant que 1 sur n carré il est associé à une série de Riemann convergence. Et donc, notre série de départ converge normalement. Maintenant, on va établir la relation entre la convergence normale et les autres types de convergence à travers ces implications. Si jamais on arrive à montrer la convergence normale, alors on peut déduire la convergence uniforme et la convergence absolue d'une part, et puis la convergence simple d'autre part. Si jamais on n'a pas de convergence simple, alors on n'aura aucun type de convergence, ni uniforme, ni absolue, ni normale. Par définition de la convergence uniforme et la convergence absolue, on peut déduire la convergence simple. D'une part, la convergence absolue, en utilisant le critère de majoration, et puis la convergence uniforme, il implique la convergence simple en utilisant la définition de la convergence uniforme. Pour établir l'implication entre la convergence normale et la convergence absolue, on peut utiliser cette majoration classique, sachant que la valeur de x par n'importe quelle fonction fn est toujours majorée par le sup, et puis en composant par la sommation infinie. En fait, il faut composer d'abord par la sommation jusqu'à p, et puis faire tendre le p vers l'infini, puisque la limite est un opérateur monotone qui respecte l'inégalité inférieure ou égale. Dans ce cas, si jamais notre série converge normalement, ça veut dire que cette série numérique converge, et donc on aura la convergence de cette série, ça veut dire on aura la convergence absolue. Pour établir l'implication entre la convergence normale et la convergence uniforme, on va essayer de montrer que le reste associé à notre série converge uniformément vers 0. C'est suffisant pour avoir la convergence uniforme. En effet, il suffit de majorer le module du reste en utilisant cette inégalité. On peut remarquer ici que cette série ne dépend pas de x et ne dépend que de n.
Et donc, on peut composer par le sup à gauche et à droite pour avoir cette inégalité. Dans ce cas, on a cette sommation infinie. En fait, elle tend vers 0. Pour la simple raison, c'est que notre série converge normalement. Ça veut dire que la somme du sup est une série convergente. Et donc le reste associé, c'est-à-dire la somme de k égale à 1 plus 1 jusqu'à l'infini du module de f de k tend vers 0 lorsque 1 tend vers l'infini, suivant la propriété associée à la convergence d'une série numérique. Alors ce terme-là constitue en fait un majorant uniforme du module de notre reste. Et puis on peut dire que le sup également, il tend vers 0 lorsque 1 tend vers l'infini. C'est suffisant pour dire que notre série converge uniformément. On peut remarquer d'après les justifications qu'on a en fait prouvé non pas seulement la convergence uniforme de la série de termes générales Fn, mais la série de termes générales module de Fn. Comme j'ai dit tout à l'heure, en pratique, pour étudier la convergence uniforme, il est plus simple de commencer par la convergence normale, puisque les outils qu'on utilise pour étudier la convergence normale sont plus simples que les outils qu'on peut utiliser pour étudier la convergence uniforme, sachant que pour étudier la convergence uniforme, il faut montrer que le reste converge uniformément vers 0. Or, on a déjà vu qu'il n'est pas tout à fait évident de trouver une expression explicite du reste pour tous les exemples qu'on peut étudier. Et donc, on commence normalement par la convergence simple, c'est-à-dire en considérant cette série numérique pour x fixé, elle devient une série numérique. Et donc, on est amené à utiliser les outils qu'on a vus dans le premier chapitre pour établir la convergence de cette série numérique pour x fixé. Si on n'a pas de convergence simple, alors on peut déduire qu'on n'a aucune autre convergence, ni absolue, ni uniforme, ni normale. Dans le cas où on a établi la convergence simple, on peut passer directement à la convergence normale. Bien sûr, pour établir la convergence de cette série-là, il faut d'abord chercher la norme de Fn, c'est-à-dire le sup du module de Fn de x. Et la méthode classique qu'on peut utiliser pour chercher le sup du module de Fn de x, c'est dériver la suite de fonctions Fn par rapport à x, tracer le tableau de variation et chercher le sup du module. Et puis considérer la sommation associée et voir est-ce qu'il s'agit d'une série numérique convergente ou bien divergente. Si on établit la convergence de cette série, la convergence normale de cette série, on peut en déduire la convergence uniforme et la convergence absolue. Sinon, et dans ce cas, lorsqu'on n'a pas de convergence normale, on peut passer à la convergence uniforme. D'une part, il faut commencer par la vérification de la condition nécessaire, c'est-à-dire est-ce que la suite de fonctions Fn converge uniformément vers 0. Autrement, est-ce que la norme de Fn converge vers 0 lorsque n tend vers l'infini? Si cette condition est vérifiée, on passe à vérifier est-ce que le reste converge uniformément vers 0. Ou encore, est-ce que la norme de Rn converge vers 0 lorsque n tend vers l'infini? Si ces deux conditions sont vérifiées, on peut déduire qu'on a la convergence uniforme de notre série. Si jamais la condition nécessaire n'est pas vérifiée, on n'est pas obligé de passer à la vérification de la convergence uniforme de Rn vers 0, mais on peut déduire directement qu'on n'a pas convergence uniforme et puis passer à la convergence absolue en considérant la série de termes générales, le module de Fn de x. Prenons un exemple pour illustrer les différentes étapes de ce schéma en considérant une série de fonctions dont le terme général est défini par cette expression sur R+. Et puis, on commence par la convergence simple, c'est-à-dire on va fixer le x et étudier la série numérique associée. D'une part, on va séparer les cas pour x nul. On a Fn de x égale à 0, ça veut dire que la série associée est nulle, donc elle converge. D'autre part, en fixant le x
comme étant un réel strictement positif, et puis on va étudier la série numérique associée, en utilisant plusieurs techniques, en particulier la multiplication par n à la puissance alpha, comme on l'a fait pour les séries numériques du premier chapitre. Il suffit de multiplier le terme général par n au carré. Le carré ici, c'est une quantité qui est strictement supérieure à 1. En calculant la limite, on obtient 0. C'est suffisant pour déduire la convergence de notre série numérique pour tout x fixé. Ça veut dire que notre série converge simplement sur R+. Maintenant, pour la convergence normale, comme on l'a vu dans la définition, il faut étudier la série du terme général, la norme de Fn. C'est-à-dire, pour chercher le sup du module de Fn, on peut dériver notre suite de fonctions par rapport à x, tracer le tableau de variation et chercher le sup. Dans ce cas, on trouve que la norme du terme général n'est autre que 4 sur exponentielle 2. Et puis, la série associée à ce sup est une série divergente, puisque le terme général ne tend pas vers 0, tout simplement. Alors c'est suffisant pour dire qu'on n'a pas convergence normale de notre série sur R+. Puisqu'on n'a pas établi la convergence normale, on passe à la convergence uniforme et on commence par la vérification de la condition nécessaire. Dans ce cas, la norme de Fn est égale à 4 sur exponentielle 2, on l'a déjà établi dans la première partie, c'est une quantité qui ne converge pas vers 0. Donc la condition nécessaire pour la convergence uniforme de notre série n'est pas vérifiée et donc on peut dire qu'il n'y a pas de convergence uniforme de la série sur R+. Ce qui reste à vérifier, c'est la convergence absolue. Dans ce cas, le terme général en valeur absolue est égal à lui-même, et donc on aura également la convergence absolue de notre série sur R+. Considérons maintenant un autre exemple, une série du terme général z à la puissance 1 sur n factoriel définie sur C. Et puis, on considère la suite de fonctions fn qui est associée à chaque z, z à la puissance 1 sur n factoriel, pour tout z défini sur ce disque de rayon R et centré en 0. En fait, on va montrer que cette série converge seulement sur ce disque. En effet, pour tout complexe dans ce disque de rayon R et centré en 0, on peut majorer le terme général Fn par Rn sur n factoriel qui représente un majorant uniforme, puisque cette suite numérique est associée à une série qui converge. Par exemple, on peut utiliser le critère de D'Alembert, suivant le premier chapitre, et établir la convergence de cette série, qui n'est autre que le développement de la quantité exponentielle de R. Alors, on peut en déduire la convergence normale et donc la convergence uniforme de notre série sur ce disque de rayon R, et puis on note exponentielle de z, la somme de cette série qui représente en fait un prolongement de l'exponentielle réelle sur le plan complexe. On peut bien remarquer à partir de cet exemple que notre série ne converge pas normalement, puisque le sup du module du terme général est égal à plus l'infini. Et donc, pour ce cas, la convergence est établie seulement sur un disque de rayon R centré en 0. Passons maintenant à la dernière section où on va étudier les propriétés associées aux séries qui convergent. En commençant par la notion de convergence uniforme et limite, c'est-à-dire on a la possibilité de permuter la limite et la sommation pour une série de fonctions si jamais notre série vérifie ces deux conditions. D'une part, il faut que le terme général Fn possède une limite finie Ln lorsque x tend vers A, et puis il faut que notre série de fonctions converge uniformément sur l'intervalle I. Et donc, la somme également de notre série va posséder une limite en A, et puis on peut permuter la limite lorsque x tend vers A et la sommation infinie à travers cette relation. En effet, on peut toujours se servir
des justifications qu'on a vues dans le deuxième chapitre concernant les suites de fonctions en utilisant le théorème d'interversion des limites appliquées aux sommes partielles Sn associées à notre série. Pourquoi? Parce que, pour la simple raison, c'est que la suite des sommes partielles converge uniformément sur l'intervalle i, et puis pour n fixé, le Sn de x converge vers cette suite des sommes partielles associées à la série de termes générales Ln lorsque x tend vers a. Vous pouvez remarquer que dans la plupart des justifications de ce chapitre-là, on se base sur les justifications qu'on a déjà établies dans le deuxième chapitre. Donc c'est très important de maîtriser le deuxième chapitre pour justifier les différents résultats du troisième chapitre. Prenons un exemple d'une série géométrique. D'une part, en considérant l'intervalle ouvert moins 1, 1 comme étant un intervalle de convergence suffisant pour notre série. On sait déjà qu'une série géométrique converge sur l'intervalle moins 1, 1. La raison devrait être comprise entre moins 1 et 1. De plus, on peut bien expliciter la somme de notre série par cette quantité, puisqu'on a la possibilité d'exprimer explicitement la suite des sommes partielles, qui est égale à 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x, et puis on fait tendre le n vers l'infini. Ça donne cette quantité. C'est un cas particulier pour lequel on peut calculer la somme de la série. Le deuxième cas qui se présente, lorsque x il est à l'extérieur de cet intervalle. C'est une condition suffisante pour établir la divergence de cette série. Il suffit de montrer que le terme général ne converge pas vers 0 lorsque n tend vers l'infini. En effet, le x il est à l'extérieur de moins 1, 1. Donc x à la puissance n ne peut pas tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Le troisième cas, en faisant tendre le x vers 1, alors on a tout simplement l'image de 1 par le terme général n'est autre que 1 qui ne converge pas vers 0. Ça veut dire que la série numérique Fn de 1, c'est-à-dire la somme de 1, est divergente et c'est suffisant pour dire que notre série ne converge pas uniformément. Mais par contre, pour établir la convergence uniforme de cette série géométrique, on peut bien considérer n'importe quel intervalle de type -r, r à l'intérieur de -1, 1. En effet, il suffit de majorer le terme général de notre série géométrique par r à la puissance n, sachant que r à la puissance n est associé à une série convergente puisque le r il est inférieur strictement à 1. Et donc, notre série géométrique converge sur n'importe quel intervalle de type -r, r, avec le r, c'est une quantité qui est inférieure à 1, strictement positive, bien sûr. Prenons un deuxième exemple d'une série alternée, définie sur R+. On a déjà montré qu'il s'agit d'une série uniformément convergente sur R+, et puis on va noter F, sa somme. Donc, suivant le théorème d'interversion de la limite et la sommation, sachant que la limite du terme général est nulle, et donc on peut permuter la limite et la sommation pour dire que la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0. Le f de x représente la somme de cette série alternée. Elle possède une limite qui est nulle lorsque x tend vers plus l'infini, pour la simple raison, c'est que la série associée converge uniformément sur R+. Donc on a le droit de permuter la limite et la sommation. La limite en x et la sommation en n. Passons maintenant à la convergence uniforme et la continuité également. Pour établir la continuité de la somme à la base de la continuité des suites de fonctions fn, il suffit en fait que notre série converge uniformément. En effet, la convergence uniforme de la série de fonctions est associée à la convergence uniforme de la suite des sommes partielles. Alors si jamais la suite des sommes partielles converge uniformément, ça implique que la somme de notre série est également continue, c'est-à-dire on a conservation de la continuité par la convergence uniforme, toujours en utilisant les notions du deuxième chapitre concernant les suites de fonctions. Pour illustrer cette propriété de la conservation
de la continuité par la convergence uniforme, on va prendre cet exemple pour lequel on a déjà établi la convergence normale sur R, et puis on peut déduire la convergence uniforme à travers l'implication entre la convergence normale et la convergence uniforme, toujours sur R. Et puis, sachant que les suites de fonctions sont toutes continues sur R, en utilisant ce théorème de conservation de la continuité, on peut dire que notre série, la somme de notre série également est continue, et on peut utiliser les mêmes techniques pour établir la continuité de cette somme, qui représente une série qui converge normalement toujours sur R. Et par conséquent, en regroupant les deux sommations, on peut bien dire que la série associée à P plus IQ, c'est-à-dire l'exponentielle INX sur n carré, converge uniformément vers P plus IQ qui est également continu. Donc ça, c'est une illustration de ce résultat de la conservation de la continuité à travers la convergence uniforme. Une version locale du théorème de continuité, parfois on ne peut pas établir la convergence uniforme sur tout un intervalle, mais on peut établir la convergence uniforme sur un sous-intervalle de I. Alors en considérant ici une série d'applications continues d'un intervalle I à valeur d'en K, alors si notre série converge uniformément sur tout intervalle fermé borné de I, à ce moment-là, on aura la continuité de la somme sur tout intervalle fermé et borné de I, et donc la continuité sur tout l'intervalle I. C'est ce qu'on appelle une version locale du théorème de continuité qu'on peut justifier en utilisant les mêmes techniques qu'on a fait pour le théorème de la conservation de la continuité. Pour bien comprendre ce résultat, considérons le développement de l'exponentielle de z, comme on l'a vu tout à l'heure, qui représente le prolongement de la fonction exponentielle réelle. On a déjà montré qu'elle converge simplement, et puis elle converge normalement sur tout disque de rayon R centré en 0. Donc c'est une convergence normale locale. Sachant que la convergence normale elle implique la convergence uniforme, on peut dire également que notre série converge uniformément, mais localement sur C, sur tout disque de rayon R. Ça veut dire que la somme, par le théorème de la conservation de la continuité, la somme de la série, ça veut dire cette somme, elle continue localement, quel que soit le R, continue sur tout disque de rayon R strictement positif. Et donc, en utilisant la notion de la continuité locale, quel que soit le R, on peut établir la continuité de la somme sur le plan complexe tout entier. Maintenant, on va étudier la convergence uniforme et l'intégration, c'est-à-dire la possibilité de permuter l'intégration et la sommation infinie toujours sous la convergence uniforme. Alors, en considérant une suite de fonctions continues sur un intervalle AP, et puis on suppose que notre série converge uniformément sur cet intervalle, et on note S sa somme. Alors, on peut dire que S est également continu, parce que la série est convergente uniformément, suivant le dernier théorème de la conservation de la continuité, et de plus, la série composée de termes généraux l'intégrale de Fn converge dans K. Et donc, on peut permuter l'intégrale et la sommation infinie. Ici, encore une fois, on peut se servir de la notion d'interversion de l'intégrale et la sommation. On utilise le théorème d'intégrabilité de la fonction limite du deuxième chapitre des suites de fonctions. Pour illustrer ce résultat, on s'intéresse ici à montrer que la somme infinie de cette quantité est égale à x, quel que soit x appartenant à R. D'abord, on peut bien remarquer que si on arrive à permuter l'intégrale et la sommation, on peut faire entrer la sommation à l'intérieur. On aura la somme de t à la puissance n qu'on peut bien calculer. Et donc, on aura une intégrale simple à évaluer pour avoir le x. Et donc, cette possibilité de permuter la sommation et l'intégrale est possible par convergence uniforme. C'est ce qu'on va essayer de faire ici.
On considère le terme général fn de t égale à t à la puissance n exponentielle moins t n factoriel, c'est-à-dire l'objet de la sommation, qui représente une suite de fonctions qui sont définies sur un intervalle 0x. 0x, c'est-à-dire l'intervalle d'intégration à valeur réelle. Puisque l'objectif ici, c'est permuter la sommation et l'intégrale, donc on va essayer d'étudier la convergence uniforme. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'étude de la convergence uniforme est souvent difficile. Dans cet exemple, on va passer directement à la convergence normale, puisqu'on va voir qu'il est plus simple d'établir la convergence normale. Le sup de notre suite de fonctions n'est autre que le module de x à la puissance n sur n factoriel, puisque l'exponentielle moins t, il est inférieur ou égal à 1 sur l'intervalle 0x. Et donc, en passant à la sommation jusqu'à p, et puis en fait tendre le p vers l'infini, on obtient cette inégalité. Maintenant, on peut bien remarquer que cette série est convergente. C'est une série numérique pour x fixé. Elle converge en utilisant le critère d'Alembert tout simplement, en considérant un c'est x à la puissance n sur n factoriel, et puis on calcule cette quantité qui converge vers 0 lorsque n tend vers l'infini. C'est une quantité qui est inférieure à 1. Donc, suivant le critère d'Alembert, cette série est convergente. Et puisque la somme de la norme de fn est majorée par la somme de ce terme-là, qui n'est autre qu'une série convergente par le critère d'Alembert, on peut déduire que notre série de départ converge normalement, et donc elle converge uniformément sur l'intervalle 0x pour x positif. On peut établir le même résultat, c'est-à-dire la convergence uniforme de notre série de départ sur x0 lorsque x est négatif, en utilisant les mêmes outils. Et donc ce qui nous intéresse dans cette analyse, c'est juste la convergence uniforme qui nous permettra de permuter la sommation et l'intégrale. Et par conséquent, on peut calculer cette sommation, on peut faire sortir l'exponentielle moins t à l'extérieur de la sommation. On aura la somme de t à la puissance n sur n factoriel qui n'est autre que développement de l'exponentielle t, ce qui représente une fonction facile à intégrer pour avoir le résultat qu'on cherche. Passons maintenant au dernier résultat de cette partie, au niveau de la possibilité de permuter la dérivation et la sommation infime. En considérant une série de fonctions de terme général fn, comme on l'a fait à peu près pour les suites de fonctions, il suffit qu'il existe un élément particulier pour lequel notre série numérique soit convergente, et puis on suppose que la série de la dérivée du terme général converge uniformément sur l'intervalle i. Alors, on aura d'une part la convergence uniforme de notre série de fonctions, et d'autre part, on peut permuter la dérivation et la sommation infime. En effet, on peut appliquer le théorème de dérivation de la fonction limite d'une suite de fonctions pour la suite de sommes partielles Sn pour établir le résultat. Et je précise ici également, comme on l'a fait pour les suites de fonctions, que c'est la convergence uniforme de la série des dérivées qui permet d'intervertir la dérivation et la sommation. Et puis on peut également présenter une version locale en utilisant les mêmes justifications, une version locale du théorème de dérivation, c'est-à-dire que parfois on ne peut pas établir la convergence uniforme de la série des dérivées sur i tout entier, mais on peut l'établir localement sur tout intervalle fermé borné de i. S'il s'agit d'une série de termes général fn, toujours s'il existe un cas particulier de x0 pour lequel notre série numérique convergente, et puis si on arrive à montrer que la série des dérivées converge uniformément sur tout fermé borné j de i. Alors c'est suffisant pour dire que notre série, d'une part, elle converge uniformément sur j, quel que soit le borné j de l'intervalle i, et puis la somme sera dérivable sur l'intervalle i tout entier en permettant la dérivation et la sommation infime. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour justifier cette version locale du théorème de dérivation, on peut se baser sur les mêmes justifications qu'on a faites pour le chapitre des suites de fonctions.
Considérons un exemple pour illustrer cette propriété. On va étudier la continuité et la dérivabilité de cette série de fonctions. On considère la suite de fonctions fn de x définie par cette expression sur R moins les entiers relatifs pour que le terme général soit bien défini. Et donc on obtient la continuité des suites de fonctions fn sur R moins n. D'une part, en considérant des entiers relatifs, et puis le terme général, le module du terme général, il est majoré par ces deux quantités suivant le signe de k. Car strictement positif, on aura cette majoration, et pour le cas négatif. Et puis on passe à la sommation. La série associée à ce terme elle sera majorée par la sommation de ce terme, qui représente une série convergente, pour la simple raison, c'est que le terme général est équivalent à 1 sur n carré, qui représente le terme général d'une série de Riemann convergente. La même chose pour le deuxième cas, lorsque k est négatif. Et donc, on obtient la convergence normale de notre série à partir du module de k, ou bien la valeur absolue de k plus 2. Également, on peut déduire la continuité de cette série sur tout intervalle k moins 1 k, c'est-à-dire une continuité locale. Alors, puisque le k ici, il est quelconque, on peut déduire la continuité sur R moins Z tout entier. D'autre part, pour la dérivabilité, il faut établir la convergence uniforme de la série des dérivés, d'abord en dérivant la suite de fonctions de cette manière-là, et puis on essaie de majorer le module du terme général par ces deux quantités pour le cas positif strictement et le cas inférieur ou égal à 0, et puis on passe à la sommation comme on l'a fait pour le premier cas pour établir la continuité. On obtient la convergence normale locale sur tout intervalle borné k-1 k, et donc on obtient la dérivabilité de la somme de la suite de fonctions sur le même intervalle, et puis on conclut que notre série est dérivable sur R-Z. On ne montre pas la dérivabilité directement sur R-Z, mais on montre la dérivabilité locale sur tout intervalle de type k-1 k pour n'importe quel entier relatif k. Et cette dérivabilité locale, elle implique la dérivabilité sur R-Z.